Je suis opposant au régime de M. Tshisekedi, que je qualifie d'un régime insouciant, un régime presque irresponsable, qui ne sait pas répondre aux vrais problèmes de sa population et qui est là en train de regarder avec beaucoup de passivité la misère de sa population. Lorsque je l'entends parler, des fois, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire, mais je me dis, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore atteint ces niveaux de conscience pour demander à M. Bemba de rendre le tablier. Moi, ça ne m'étonne pas que ça arrive maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu, beaucoup de questions qui entrent en danse. La première des questions, j'ai toujours dit aux gens, après les élections, il serait logique que nous vivions cette situation, cette recrudescence de la force UM23. Mais lorsque M. Bemba est venu, je ne sais pas quelles étaient ses priorités. Parce qu'en amont, il ne nous a pas demandé de rester calme et que Kichanga ne tombera pas. Il ne nous a pas demandé de rester calme et qu'il va récupérer Bunagana. Il ne nous a pas demandé de rester calme et que Minova ne tombera pas. Mais aujourd'hui, il vient de nous demander, plutôt d'être calme, que Goma ne tombera pas. La seule difficulté que la RDC a dans ces contextes ici, c'est de ne pas prendre la mesure de la chose. Je ne veux pas aller ici dans une forme de discrimination, dire que Goma ne va pas tomber, mais en dehors de Goma, la population de Goma n'est pas plus population que la population de ceux qui tombent, que celle qui tombe déjà maintenant. Il ne faudra pas qu'on fasse de Goma le point essentiel où on pense que le simple fait de préserver Goma est un acquis, est une victoire. Ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, pour M. Bemba, l'objectif pour lui, c'est seulement Goma. Alors que Goma n'est pas la seule entité de notre pays qui est menacée. Il y a même des entités qui sont déjà prises, pour lesquelles nous devons nous battre pour récupérer. À mon sens, je crois que c'était un discours d'accalmie, un discours d'apaisement. Mais dans le fond, ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de l'ensemble du gouvernement, parce que je crois à la transversalité de l'action gouvernementale, c'est bien plus que la simple gestion de la ville de Goma, mais plutôt l'éradication complète de ces forces armées qui, du reste, il faut le rappeler, bénéficient d'un grand soutien, d'un grand appui venu de l'extérieur. Je veux... S'il faut scruter le dernier résolution ou le dernier PV du Conseil des ministres, nulle part on aborde la question de l'Est ou la question de la sécurité. On ne les considère presque pas. Pendant qu'on était dans une bataille médiatique, pendant que le Ouazalendo révélait à la limite les quelques failles et les faiblesses, la supercherie de ce mouvement rebelle UM23, nous, on s'était contentés, on a jubilé à ça. Pendant ce temps, les autres prenaient le soin de pouvoir se renforcer, de pouvoir revenir un peu plus fort pour pouvoir faire respecter leur dictat sans pour autant savoir quelles sont les vraies revendications du M23. Donc dans le fond, je crois qu'on a été un peu léthargique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il était presque urgent de saisir même l'Interpol pour voir comment récupérer les compatriotes Nanga, les ramener ici et au besoin lui rendre ses carrés miniers pour qu'il quitte cette histoire-là. Je me dis pour maintenir la connotation rwandaise sur cette agression et qu'extirper les compatriotes congolais, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, pas l'unique, une des solutions. Je comprends l'idée, oui. Une des solutions. Parce qu'aujourd'hui, Nanga était le premier à partir. Il a pris des jeunes, un jeune beaucoup plus valeureux qu'Adam. Qui pouvait imaginer avoir Chaloué dans un mouvement rebelle? Qui? La défense de nos territoires est une question, même jusqu'à notre mort, même après les enfants, ça sera une question où on devrait être vigilant et continuer à regarder. Ce n'est pas un élément conjoncturel, c'est un besoin structurel. Chaque jour qui passe, quand on connaît les velléités sécessionnistes qu'il y a d'abord en interne, quand on connaît la fragilité qu'on a dans la tentation avec les envies de balkanisation venant de l'extérieur, quand on connaît le regard, le prisme extérieur sur la situation de la RDC, quand on connaît ce que représente cette partie de la République dans ce que moi j'appelle l'économie de la guerre, qui nourrit les économies occidentales, nous, on ne devrait pas se permettre ce genre de léthargie. Le Congolais rit de tout et de rien. Le Congolais est constamment à la recherche de bad buzz. Le Congolais utilise très mal les réseaux sociaux. Le Congolais a tendance à être ironique même dans des questions où il ne faut pas. Cette question est une question sérieuse.
On veut bien s'attaquer. Je trouve il est plus responsable, oui, de rappeler au chef de l'État sa promesse qui lui reste été de campagne, mais dans le fond, faisons en sorte que les gens voient que nous ne sommes pas nous-mêmes découragés, que nous ne sommes pas nous-mêmes protagonistes entre nous, parce que, croyez-moi, cette bataille médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, les autres ne sont pas naïfs, ils le voient. Et je crois que s'il y a des gens qui comprennent maintenant le comportement des Congolais, c'est eux. Ne soyons pas instrumentalisés, ne soyons pas manipulés de sorte à faire le lit, parce que cette bataille est aussi diplomatique. Si avec un groupe, à la limite, de 4 000, 5 000 hommes, le Ouazalendo, on a réussi à prendre par surprise le M23 jusqu'à les déloger de certaines zones. Imagine une armée de plus de 200 000 hommes engagés dans cette question-là. Ça, c'est la psychologie qu'on nous a mis par ces Occidentaux-là, qui, un peu comme les Nations Unies, qui sont allés déclarer que le M23 était plus équipé que non seulement l'armée congolaise, mais mieux que la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Ça fait partie de stratégies psychologiques pour nous décourager d'aller vers la solution militaire. Bon mardi à tous nos amis, à tous nos compatriotes qui nous suivent depuis Goma. C'est la province Visance que nous sommes de cœur avec vous. Nous allons vous parler dans cette émission de la situation sécuritaire, la situation qui s'y vit en ce moment à Goma. Goma en danger, ça il faudra le dire sans embâche, mais hier, le chef de l'État a convoqué les conseils de sécurité pour une réunion spéciale. Question sur la table, c'était en rapport avec l'insécurité à Goma. Pour nous rassurer, nous qui sommes Congolais, que Goma ne tombera jamais et nous farder ses fronts de l'air mieux pour récupérer les zones occupées, jadis, même jusqu'à maintenant, par les forces rwandaises. Nous allons vous parler de ça. Nous allons vous parler également de probables ou encore du prochain Premier ministre pour le gouvernement prochain, le tout premier gouvernement du président Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat, qui sera le Premier ministre et qui répond au profil, surtout en rapport avec l'insécurité, à la situation de l'Est, Goma précisément, l'Est du pays dans tout son ensemble, ou encore la situation sécuritaire au pays, qui peut faire le poids pour que la paix soit retrouvée. Toutes ces questions seront évoquées, mais nous allons vous dire également que hier, au niveau de la semaine provinciale ici à Kinshasa, presque dans toutes les provinces, il y a eu l'installation du bureau d'âge. Mais à Kinshasa, il y a de quoi se poser des questions parce qu'il y a deux lettres différentes qui circulent sur les réseaux sociaux où le secrétaire provincial de la ville de Kinshasa avait demandé les moyens pour organiser la dite manifestation, mais deux enveloppes différentes. De l'autre côté, on parle de 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. Là, c'est ce qu'il avait demandé plutôt auprès du gouverneur. Chez les vices, c'est moins que ça. Pourquoi tout ça là? Peut-être on aura le temps d'en parler, mais du moins, on a donné l'information. Nous allons plus axer notre débat. Nous allons plus parler de l'insécurité ou encore de la situation de Goma. Sur ces plateaux, j'ai déjà les tout premiers invités. En attendant l'arrivée de Mike Gardi Diana, qui va se joindre à nous sans doute en tout cas de la minute suivante. Déjà, Maître Jonathan Ngwele est avec nous. Il est président de ce mouvement qu'on appelle PAC. Eh bien, il est opposant au régime Tshisekedi, ça on va le dire, candidat malheureux aux élections de 2023, n'est-ce pas? Jonathan Ngwele est le tout premier invité. Merci d'être là et bon mardi à vous. Bon mardi à vous également, Guelorki. Bon mardi également à nos nombreux téléspectateurs de l'émission Nice Press. Bon mardi à l'ensemble de l'équipe technique, grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment partager quelques temps d'antenne avec nos compatriotes congolais. Bon, bien évidemment, je suis opposant au régime de M. Tshisekedi, que je qualifie d'un régime insouciant, un régime presque irresponsable, qui ne sait pas répondre aux vrais problèmes de sa population et qui est là en train de regarder avec beaucoup de passivité la misère de sa population. Mais lorsque vous parlez de candidats malheureux, ce sont des vocables ou des notions qui sont généralement utilisées lorsqu'il y a eu de bonnes élections. Mais des élections où simplement la tête de Jonathan ne plaisait pas à quelqu'un, on ne parlerait pas d'un candidat malheureux. D'autant plus encore que l'ensemble des suffrages obtenus par nous ne nous permet pas d'accepter que nous sommes candidats malheureux, tant au niveau national qu'au niveau provincial, parce qu'au niveau national, nous avons plus de 8000 voix. Au niveau provincial, nous avons 5020 voix. Ça prouve à suffisance que nous avons été élus. Mais comme c'est d'ailleurs confirmé par les informations que nous avons reçues, c'est que la tête de Jonathan dérange. Au niveau de la centrale, on a pensé que je n'aime pas M. Tshisekedi. Voilà pourquoi on n'a pas décidé de me proclamer. Et non seulement moi, on a sacrifié même ma liste, parce que je ne pouvais pas
imaginer ou accepter que mon regroupement ne puisse pas atteindre le seuil en dépit du fait que nous avons aligné 415 candidats où chacun a ramené au moins 2010 voix. Au moins 2010 voix. Il y a même ceux-là qui ont fait au-delà de 2000 voix. Donc, si vous calculez la sommation de ces 2000 voix au maximum, au minimum plutôt pour tout le monde, nous avons triplé le seuil. Donc, il n'y avait pas besoin de nous coller de manière beaucoup plus méchante cette connotation de ne pas avoir atteint le seuil. Mais nous sommes contents parce qu'effectivement, ça allait être un peu difficile pour nous d'évoluer dans un mélange où seuls les bandits et les voyous ils sont retrouvés. Parce que, je l'ai dit, nous avons compétit avec des bandits et des voyous. Si quelqu'un est en mesure de détenir une machine chez lui, c'est faire voter à volonté. Et nous qui avons été beaucoup plus responsables en bataille campagne, nous aurons dit difficile à cohabiter avec ces gens-là au sein des différentes assemblées délibérantes. Donc je ne pense pas qu'il était et il sera important pour vous d'utiliser les vocables candidat malheureux parce que nous avons obtenu plus de voix, mais la volonté de la résolution du congrès de l'UDPS qui a été entérinée par un de leurs cadres, à la personne du fédéral Afrique du Sud, Kadima, n'est pas très, très favorable à nous. Parce que je ne vois pas un Kadima, surtout un fédéral de l'UDPS Afrique du Sud, proclamer Jonathan Ngoué le député. Il ne le fera pas. Parce que les résolutions de leur congrès étaient limitées à donner plus de sièges à l'Union sacrée, principalement à l'UDPS, bien qu'ils n'ont pas trop de profil, mais non à ceux qui pourraient être méritants. On va parler République. C'est là l'essentiel de notre présence. La situation actuelle de Goma, l'est du pays, nous préoccupe tous. J'ai aimé le message lancé par le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui demande à tout Congolais de faire attention. Vraiment très attention aux messages sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Il y a les intox. La guerre, elle est aussi médiatique, ça, il faut en tenir compte. Il y a de ceux-là qui arrivent à vulgariser le message allant dans le sens de nous décourager, nous, Congolais, pour ascenser peut-être les M23 ou encore l'ennemi qui est le Rwanda. Alors, il faut décourager ce genre de pratiques, donner les vraies informations, surtout en allant dans le sens d'encourager nos FARDC pour aller de l'avant, pour faire mieux, pour que nos compatriotes qui, en ce moment, se trouvent à Goma ou encore qui, en ce moment, allais-je dire, vivent dans des psychoses, soient également soulagés ou encore un peu égayés par rapport à ce qu'on peut faire ou encore par rapport à ce qu'on va dire. Donc, il faut en tenir compte. Il n'y a pas lieu de vulgariser ce genre de messages. Alors, cher Jonathan, Goma en danger. Hier, il y a eu une réunion spéciale. Chef de l'État, le responsable de l'armée et le VPM de la sécurité, de la défense, pardon. On peut faire foi. Ils nous ont dit clairement que Goma ne tombera pas et que nos soldats feront de leur mieux pour récupérer les territoires ou encore les zones occupées par les forces rwandaises. Forces négatives, bien sûr. Bien, merci, Guélor, qui est de la thématique. Déjà, il faut le dire, nous sommes très solidaires envers nos vaillants soldats qui, du reste, sont au front de manière beaucoup plus déterminée et engagée pour nous ramener la paix. Mais il faut déjà dire aussi que, comme compatriotes congolais, nous ne pouvons nous limiter qu'à les encourager au travers de nos postes, nos mots et aussi des intentions de prière. Mais au niveau de la gouvernance, c'est beaucoup plus étendu. Ils ont beaucoup plus de responsabilités. Mais lorsque j'entends parler le repris de justice, M. Bemba, ça il faut le dire, parce qu'il a été condamné pour subordination, c'est un corrupteur. Il a été condamné pour ça. Lorsque je l'entends parler, des fois j'ai envie de rire. J'ai envie de rire, mais je me dis, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore atteint ces niveaux de conscience pour demander à M. Bemba de rendre les tabliers. Parce que lorsqu'on est ministre de la Défense, l'on est censé être le patron de la politique sécuritaire de la République. Donc, tout ce qui a trait aux défenses de nos territoires, la protection de nos territoires, c'est d'abord la responsabilité du ministre de la Défense. Mais lorsque M. Bemba est venu, je ne sais pas quelles étaient ses priorités. Parce qu'en amont, il ne nous a pas demandé de rester calme et que Kichanga ne tombera pas. Il ne nous a pas demandé de rester calme et qu'il va récupérer Bunagana. Il ne nous a pas demandé de rester calme et que Minova ne tombera pas. Mais aujourd'hui, il vient de nous demander plutôt d'être calme, que Goma ne tombera pas. Donc, en réalité, pour M. Bemba, l'objectif pour lui, c'est seulement Goma. Alors que Goma n'est pas la seule entité de notre pays qui est menacée. Il y a même des entités qui sont déjà prises
pour lesquels nous devons nous battre pour récupérer. Ça, on n'en parle pas. La preuve, c'est que s'il faut scruter le dernier résolution ou le dernier PV du Conseil des ministres, nulle part on aborde la question de l'Est ou la question de la sécurité. On ne les considère presque pas. Donc aujourd'hui, les discours de M. Bemba et les faits de la gouvernance actuelle ne corroborent pas. Parce que lorsque l'on a attaqué sur Kishiché, M. Bemba était où pour nous dire que Kishiché n'allait pas être attaqué? Lorsqu'on a attaqué sur Minova, il était où pour nous dire qu'on ne devait pas attaquer sur Minova, ainsi que les localités voisines. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir que pour axe prioritaire Goma. Goma, c'est un chef-lieu d'une province qui, bien évidemment, a de gros enjeux, mais un peu comme les restes de nos territoires qui, du reste, bénéficient également de droits de la protection, un peu comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, Minova, par exemple, c'est un point très stratégique. Les postes frontaliers de Bunagana également très stratégique. Kichanga également très stratégique. Je pense que ce sont là de priorité. Mais lorsqu'il vient caricaturer la priorité à seulement Goma, je pense que ces ministres-là n'ont pas sa place dans ces gouvernements de la République. Et pire encore, en avançant, si aujourd'hui je dois imaginer que sous peu là, il sera obligé de faire l'intérim du Premier ministre, j'imagine, quelles vont être les actions ou les options menées par cet ancien condamné de la CPI qui va ramener la paix dans notre pays. Donc, vous en prenez, Jean-Pierre Bemba, c'est votre point de vue, mais est-ce que celui-ci n'a pas le mêlier par rapport à la politique trouvée sur place? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes qui fait que Bemba peut-être ne s'ouvre pas comme vous... Non, au niveau de la sécurité, on ne parlerait pas de contraintes, on parlerait plutôt des aptitudes. Parce que s'il faut analyser les passés de certains ministres de la Défense et les passés des ministres actuels de la Défense, il n'y a pas photo. Lorsque M. Atam a été ministre de la Défense de mon pays, par exemple, les M23 étaient obligés de rentrer chez eux, au Rwanda plutôt. Mais aujourd'hui, M. Bemba est là, les M23 continuent à nous agresser, continuent à nous tuer. Ça veut dire qu'en réalité, M. le ministre ne sait pas ce qu'il doit faire dans son secteur. C'est juste ça le problème. Voilà. Les injonctions, s'il doit les recevoir, pas les orientations, si vous voulez. Je me dis, ça ne peut venir que du Conseil de ministres, pour lesquels il est membre et qu'il hérite de résolutions du Conseil des ministres. Donc si aujourd'hui la sécurité n'est pas très recouverte dans notre pays, je n'imagine pas que cela est fait du blocage ou des injonctions données par les conseils de ministres. Je doute fort parce que j'écris de manière régulière les résolutions du Conseil des ministres. Nulle part, j'ai vu une quelconque ombrage ou blocage allant à ne pas nous permettre de ramener la paix. Mais je pense plutôt que dans l'exécution ou dans l'accomplissement de la politique de défense de mon pays, l'exécutant de cette politique-là n'est pas à la hauteur, n'a pas les épaules pour ramener la paix. Et c'est ça mon point de vue. Voilà pourquoi je pense qu'il est très urgent, pour ne pas dire très capital, que nous puissions dire à monsieur le condamné pour subornation de témoins au niveau de la CPI que s'il n'est pas en mesure de ramener la paix, il doit passer l'éponge pour qu'une autre personne revienne nous donner la paix. Et je l'ai toujours dit, la question de la paix aujourd'hui, qui du reste est devenue une question globalisante, devait également bénéficier du concours de tout le monde. Monsieur Etumba Didier est encore en vie, et il a encore toutes ses facultés en place, il peut bien nous aider. Monsieur Atam Matabe, ancien ministre de la Défense, est encore là, député d'ailleurs de son État, il peut encore nous aider. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un peu d'humilité de la part de cet ancien rebelle nous aidera à ramener la paix. Parce que certains ont cru que lorsqu'on prend un ancien rebelle, on le place au niveau de la défense, on a automatiquement la paix. Mais il faut déjà rappeler que les rebelles n'ont nullement subi de formation en tactique ou en utilisation d'armes de guerre. Il lui sera difficile d'implémenter une certaine orientation aux hommes qui ont passé pour toute leur vie à apprendre comment gérer les questions de guerre, comment gérer les questions de sécurité. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Gardidiana. Il vient de se joindre à nous sur ces plateaux. Mike Gardidiana, merci d'être là. Bon mardi à vous. À l'entrée de jeu, la question c'est rapport avec l'insécurité ou encore la situation à Goma. Le M23 à la porte de Goma, ça craint. Hier, vous et moi avions suivi bien sûr ces conseils de sécurité qui avaient été le chef de l'État. Le VPM de la sécurité de la partie, il rassure tout en nous disant que Goma ne tombera pas et que nos FARDC feront de leur mieux pour récupérer les zones occupées par les forces rwandaises. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut faire foi
ou bien au regard de ce qui se passe, quelles sont vos analyses, allais-je dire, par rapport à la situation actuelle? Merci pour la question, mais je crois que sur la question sécuritaire, on se mettrait d'accord sur un élément essentiel. Moi, ça ne m'étonne pas que ça arrive maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu, beaucoup de questions qui entrent en danse. La première des questions, j'ai toujours dit aux gens, après les élections, il serait logique que nous vivions cette situation, cette recrudescence de la force UM23. Mais maintenant, au regard de paroles du VPM de l'intérieur ou encore de la défense, je pense que il serait compliqué de pouvoir émettre un point de vue sur base de ces propos. Pourquoi? Ça, c'est le propos d'un membre du gouvernement qui a le devoir régalien, non seulement d'assurer cette question sécuritaire, mais aussi d'apaiser la tension interne. Mais sur le fait, moi je pense qu'il nous a été prouvé à plusieurs fois que ce groupe armé, ce M23, est un mouvement un peu de l'heure qui répond à une certaine logique. Mais dans le fond, pour moi, ça reste toujours un groupe prénable. La seule difficulté que la RDC a dans ces contextes ici, c'est de ne pas prendre la mesure de la chose. Je ne veux pas aller ici dans une forme de discrimination, dire que Goma ne va pas tomber, mais en dehors de Goma, la population de Goma n'est pas plus population que la population de ceux qui tombent, que celle qui tombe déjà maintenant. Il ne faudra pas qu'on fasse de Goma le point essentiel où on pense que le simple fait de préserver Goma est un acquis, est une victoire. Ce n'est pas le cas. Goma ne serait qu'une autre étape. Nous connaissons tous les caractères stratégiques de Goma, ça c'est une certitude. Mais quand on a le devoir régalien d'assurer la sécurité de chaque Congolais, quand on a l'obligation de faire respecter le caractère sacré de la vie humaine de chaque Congolais, je ne pense pas qu'ici Goma soit forcément la priorité. Il ne devrait pas venir nous dire que Goma ne tombera pas, il devrait plutôt nous dire ici on s'attelle à pouvoir mettre définitivement fin à cette situation qui prévaut à l'Est. Donc à mon sens, je crois que c'était un discours d'accalmie, un discours d'apaisement, mais dans le fond, ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de l'ensemble du gouvernement, parce que je crois à la transversalité de l'action gouvernementale, c'est bien plus que la simple gestion de la ville de Goma, mais plutôt l'éradication complète de ces forces armées qui, du reste, il faut le rappeler, bénéficient d'un grand soutien, d'un grand appui venu de l'extérieur. Je veux rappeler encore un élément que j'ai dit avant les élections. Pendant qu'on était dans une bataille médiatique, pendant que le Ouazalendo révélait à la limite les quelques failles et les faiblesses, la supercherie de ce mouvement rebelle du M23, nous, on s'était contentés, on a jubilé à ça. Pendant ce temps, les autres prenaient le soin de pouvoir se renforcer, de pouvoir revenir un peu plus fort pour pouvoir faire respecter leur dictat sans pour autant savoir quelles sont les vraies revendications du M23. Donc dans le fond, je crois qu'on a été un peu léthargique. La question de la sécurité est une question pérenne. J'ai dit toujours aux gens, c'est-à-dire la défense de nos territoires est une question même jusqu'à notre mort, même après les enfants, ça sera une question où on devrait être vigilant et continuer à regarder. Ce n'est pas un élément conjoncturel, c'est un besoin structurel. Chaque jour qui passe, quand on connaît les velléités sécessionnistes qu'il y a d'abord en interne, quand on connaît la fragilité qu'on a dans la tentation avec les envies de balkanisation venant de l'extérieur, quand on connaît le regard, le prisme extérieur sur la situation de la RDC, quand on connaît ce que représente cette partie de la République dans ce que moi j'appelle l'économie de la guerre, qui nourrit les économies occidentales, nous, on ne devrait pas se permettre ce genre de léthargie. Et je crois qu'aujourd'hui, on est rattrapé, quitte à nous de pouvoir faire ce qui est nécessaire. J'ai l'habitude de dire que en ce qui concerne le Congo, même naïvement, j'ai tendance à croire, parce que pour moi, la foi est quelque chose de sacré. Mais sur l'instant, je crois que le gouvernement a besoin de beaucoup plus d'action, beaucoup plus de technicité que des discours. Je ne pense même pas que c'est l'heure et au discours. Je ne pense même pas que le moment est venu de pouvoir... J'aurais préféré que cette réunion de sécurité soit tenue peut-être secrète. Pourquoi? Pour moi, c'est un symbolique. Il ne faudra pas que vous nous habituiez au protocolaire. À chaque fois, on se voit, on vous voit réunir, et puis en fin de compte... Et c'est ce qui, parfois, conduit le Congolais à faire des commentaires exécrables. Je veux rappeler aussi aux Congolais, ici, pour chuter ce que... Je sais que le Congolais est devenu un peuple qui s'est nourri de l'autodérision. Le Congolais rit de tout et de rien. Le Congolais est constamment à la recherche de bad buzz. Le Congolais utilise très mal les réseaux sociaux. Le Congolais a tendance à être ironique même dans des questions où il ne faut pas. Cette question est une question sérieuse. On veut bien s'attaquer. Je trouve il est plus responsable, oui, de rappeler au chef de l'État sa promesse qui lui reste était de campagne, mais dans le fond, faisons en sorte que les gens voient que nous ne sommes pas nous-mêmes découragés, que nous ne sommes pas nous-mêmes protagonistes entre nous,
Parce que, croyez-moi, cette bataille médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, les autres ne sont pas naïfs, ils le voient. Et je crois que s'il y a des gens qui comprennent maintenant le comportement des Congolais, c'est eux. Ne soyons pas instrumentalisés, ne soyons pas manipulés de sorte à faire le lit, parce que cette bataille est aussi diplomatique. Aujourd'hui, l'orientation communicationnelle du Rwanda a changé sur cette question de guerre. Le Rwanda commence à revenir aux arguments du départ, c'est que c'est une guerre congolo-congolaise. Mais si c'est une guerre congolo-congolaise, qu'est-ce que vous faites dans l'exigence de négociation? Pourquoi prenez-vous constamment part pour le M23 et quel est votre rôle dans ça? Que font le militaire rwandais derrière le rangé du M23 et que c'est donc en fait, il commence à nous ramener à la case départ et pendant ce temps, nous, on s'entretue nous-mêmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est avec fermeté, oui, avec exigence de dire au gouvernement, il est temps de pouvoir résoudre ces problèmes définitifs. Mais au regard de ce qui se passe, à qui revient la responsabilité? En ce moment, la situation est très compliquée, en tout cas, et qui peut-on pointer du doigt que c'est cette personne la question ne devrait pas revenir parce que n'attendez pas de moi venir vous dire ici, non, vous voyez cette guerre-là, il y a l'implication de la communauté internationale. Non, mais attendez, c'est vrai que c'est une réalité, mais en tant qu'État, l'intelligence, c'est savoir s'adapter et pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Je crois qu'ici, la grande responsabilité, la responsabilité exclusive est de la part du gouvernement, pour ne pas dire, dans le langage direct, au chef de l'État et l'ensemble de ses généraux qui sont obligés de nous donner résultats à ces niveaux-là. Parce que on nous a dit que cette fois-ci, cette guerre-là, dans le fond, dans la stratégie, on a changé. On a une loi de la programmation militaire qui, dans le fond, travaille d'abord sur les réformes internes au niveau de l'armée. Deuxièmement, aujourd'hui, on est parti sur quelques réformes que moi je trouve très salutaires. L'idée de pouvoir anticiper l'implication des États dans la situation de l'Est, notamment avec les attachés militaires dans nos ambassades. C'est bien, mais pour moi, c'est une solution à moyen et à long terme. Dans l'immédiat, les solutions à très court terme aujourd'hui, j'ai toujours dit, et je ne cesserai jamais de le dire, à part la solution militaire, je ne vois pas une autre solution. À part la solution militaire, il n'y a pas une autre. En dehors de la solution militaire, je ne vois pas une autre solution dans le sens où on est dans un rapport étatique. Ça veut dire que si le Rwanda continue à tirer des ficelles avec ses mouvements rebelles, nous, en tant qu'État, on a l'obligation aussi, pour se mettre autour d'une table et négocier d'égal à égal, s'il faut créer de l'insécurité au Rwanda, il faudra qu'on le fasse. Si on estime que le Rwanda sert de base arrière... C'est ce qu'envisage même le chef de l'État. Mais c'est ce que si on se rend compte que depuis des décennies, on nous raconte que le Rwanda sert de base arrière pour ces mouvements qui viennent déstabiliser la République démocratique du Congo, allons-y. Le chef de l'État, je veux rappeler une phrase que quelqu'un a dit que je trouvais intéressant. Il est parfois important de violer les traités internationaux au lieu de laisser le droit de chaque Congolais être violé constamment. En tout cas. Mais sinon, quelle attitude devrions-nous avoir, nous qui sommes Congolais, au regard de ce qui se passe? Parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, Jean-Pierre Bemba en a également évoqué, parce qu'il faudra dire sans embâche ici qu'elle est aussi médiatique, la guerre. Alors, quelle attitude devrions-nous avoir, nous, Congolais, face à la situation? L'attitude qu'on devrait avoir, c'est l'attitude des patriotes. J'ai l'habitude de le dire, vous allez m'excuser, les gens me traitent un peu des durs quand je dis ça, mais le Congo a un déficit de citoyens. On a de populations qui vivent dans un pays, mais le caractère citoyen de Congolais, il y en a peu qui peuvent s'en prévaloir. Ici, on doit savoir qu'on a beaucoup de faiblesses en interne. Oui, ça c'est entre nous, ça c'est une certitude. Mais dans le fond, vous devriez savoir qu'on a en face de nous une guerre qui est un monstre à plusieurs têtes. Cette guerre, si pour le grand parrain qui vient soutenir cette situation, ça répond aux besoins économiques, les intermédiaires, notamment le Rwanda, sont orientés vers une guerre, une bataille de terre. Ok. L'exigence. Pour eux, c'est que oui, on va faire ce sale bézone, au-delà de reliques qu'on touche sur le plan économique, mais au-delà de ça, nous, on pense qu'en tant qu'État, on a toujours nourri l'ambition de conquérir le terre de la RDC, et c'est une occasion pour nous de pouvoir faire cette histoire-là. Or, dans ces niveaux-là, il y a une dimension psychologique très importante. À chaque fois que nous agissons comme ça, nous permettons aux autres de comprendre quel est notre mode de fonctionnement, quelle est notre façon de voir les choses. Et de ce genre d'histoire, on facilite parfois la stratégie. Il ne faudra pas oublier, les plus grosses ou les plus grandes batailles se gagnent d'abord sur ces terrains-là. Vous voulez l'exemple, regardez la Libye. Il a suffi de travailler une population pour finalement avoir raison de ses dirigeants et qu'aujourd'hui les gens se rendent compte finalement que le problème n'était pas Kadhafi, le problème était ailleurs. Aujourd'hui, c'est un État presque à l'embauche. Je ne suis même pas sûr qu'on peut qualifier la Libye d'un État. C'est un État qui n'existe presque plus. Et croyez-moi, il ne faudra pas qu'on nous prêtons le flanc à ceux qui viennent. Je l'ai dit pendant les élections, aujourd'hui, il y aura de sollicitations. Nanga n'est pas arrivé au M23 par sa propre volonté. Il s'est réveillé le matin, il a pris son téléphone. Et M23, je vais rejoindre vos rangs. Je suis sûr que dans le contexte actuel, avec
l'évolution de cette situation de la guerre de l'Est, on fera un effort. Donc il a été sans doute contacté. Hein. Forcément, c'est pourquoi j'en appelle aux politiques de ne pas céder à la tentation. L'idée, c'est maintenant de retourner Kazakh, puisque cette bataille offensive et médiatique qu'on a menée quand même, l'Occident a pu voir, et aussi quelques éléments de fait, que finalement, il y a d'autres États qui sont impliqués. Mais aujourd'hui, le seul élément qu'il faut vendre maintenant à la communauté internationale pour retourner, c'est dire aux gens que c'est une guerre congolo-congolaise. Et pour ça, il faut qu'il y ait à la tête de CM23 des animateurs congolais pour justifier cette tête. Ça, c'est un jeu de la communauté internationale. Exactement. On va le dire sans Et aujourd'hui, je crois que l'idée, c'est vers la sollicitation de Congolais, à la limite, oui, frustrés pour des raisons politiques. Le faible, oui. Disons les choses ne clairement. cédez pas à cette tentation, parce que on va retourner à la case départ et je ne suis pas sûr que ça sera de notre intérêt. Maître Jonathan, c'est une situation qui nous préoccupe tous. Hein. Je sais, je vous connais, patriote au vrai sens du mot. La situation devient de plus en plus dangereuse. Ça craint, c'est nos compatriotes qui tombent tous les jours. Ceux-là qui se trouvent en ce moment à Bunagana hein, ne savent par où commencer. Ils ont l'impression d'être abandonnés alors que ce n'est pas le cas. Malheureusement, Manga a rejoint le M23. Il a donné une autre connotation à ce mouvement rebelle. On risque de manquer le discours face à la communauté internationale parce que tous savons que c'est la communauté internationale qui est derrière tout ce que nous subissons aujourd'hui. En termes de solutions, je ne sais pas, ou encore des idées, hein, ou des propositions si vous voulez, comment le Congo peut s'y prendre pour qu'il y ait une solution efficace? Vous savez, et heureusement pour nous, nous sommes à l'ère du numérique et que tout est documenté. Je pense que si ce n'est pas ici, ça doit être ailleurs. J'ai dit que le M23 ou encore l'agresseur du Congo travaillerait pour voir comment blanchir sa forfaiture. Vraiment. Et que malheureusement, un Congolais a mordu à l'hameçon simplement parce qu'il a été frustré pour avoir perdu quelques carrés miniers. Déplorable. Et qu'aujourd'hui, il faut le dire, Nanga, c'est en quelque sorte les petits Jésus de Rwandais. S'il faut le dire comme ça, parce que il leur a donné de quoi souffler et en interne, du point de vue régional, et en international. Parce que ce qu'il a créé là, les M23, est lié à son histoire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il était presque urgent de saisir même l'Interpol pour voir comment récupérer les compatriotes Nanga, les ramener ici et au besoin lui rendre ses carrés miniers pour qu'il quitte cette histoire-là. Pourquoi je l'ai dit? Non, est-ce qu'il faut faire les yeux douanes? Non, j'arrive. C'est un citoyen comme vous et moi. J'arrive, cher Guélor. Nous sommes tous d'accord que cette guerre est parrainée par l'Occident. La preuve, c'est Herman Cohen qui dit que les États-Unis, pour eux, les Kivu n'est plus à nous. Les Kivu n'est plus à nous. Et si vous allez faire un petit retour en arrière de toutes les assises à l'international où la RDC était partie prenante, aucun d'entre eux n'a produit un communiqué pour condamner ouvertement le Rwanda. Aucun. Et nous avons bien évidemment pris part, tout en vantant la thèse du belligérant soutenant le Rwanda, et que le Rwanda, à son tour, implémente notre agression. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? De la sourde oreille. Et dans l'entretemps, nous avons perdu nos territoires, nos cités et même nos villes qui sont menacées. Je me dis, pour maintenir la connotation rwandaise sur cette agression et qu'extirper les compatriotes congolais, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, pas l'unique, une des solutions. Je comprends l'idée, oui. Une des solutions. Parce qu'aujourd'hui, Nanga était le premier à partir. Il a pris des jeunes, un jeune beaucoup plus valeureux qu'Adam. Qui pouvait imaginer avoir Chaloué dans un mouvement rebelle? Qui? Toute sa vie, avec honnêteté, il a gagné. Et à ce niveau-là, il tombe. Et rassurez-vous, comme l'a dit Gardi, sûrement d'autres seront consultés. Et ça va blanchir cette agression. Parce que si nous revenons dans la thèse de cette agression congolo-congolaise, ça veut dire qu'un dialogue nous sera imposé. Voilà même pourquoi Dion a fait cette proposition-là. Je voulais en arriver. Oui. C'est en fait ça la réalité. Et s'il faut extirper les rares des Congolais qui sont là maintenant, ça sera une partie des solutions. Et j'ai même condamné l'autre fois quand j'ai vu les grands chefs coutumiers Nanga subir une percussion. Je me dis non, il ne fallait pas. Parce que rassurez-vous,
Son fils qui déjà n'est plus nôtre, quand il apprend ça, rassurez-vous, il y aura encore certains qui vont continuer dans cet élan de déférence pour aller joindre l'ennemi. Et c'est ça le mal. Il est temps de préserver le peu que l'on a. Le peu que l'on a. La solution, cher Guélon, je l'ai dit ici, tous ceux qui ont vécu la guerre et qui l'ont remportée avec pompe, les rares sont là. Il a très mal géré mon pays, je suis d'accord. Mais sous sa gestion, le M23 est obligé de rentrer au Rwanda. Pourquoi ne pas l'écouter, ne serait-ce sur ce point-là? Didier Itumba est ici à Kinshasa, à ma campagne. D'aucuns parlent d'un accord que Kabila avait signé avec le M23, encore là, avec le Rwanda carrément, qui nous met mal à l'aise ou encore en ses positions jusqu'ici. Non, mais cet accord-là, c'est presque de l'imaginaire. Mais ce que nous voyons, que nous constatons, que certains même ont accepté de l'UDPS, c'est l'accord qui faisait loger ces bandits et voyous dans un hôtel de la place. Ça, nous les connaissons. Ça, nous les vivons. Parce qu'effectivement, ces rebelles-là n'ont pas des idées internes, s'il faut les dire comme ça. Parce qu'on prétend avoir un régime démocratiquement élu, quel serait le mobile de leur agression? Quel serait le mobile? Bemba s'est rebellé parce qu'il disait qu'il n'y avait pas un régime démocratique. Mais et ils vont se rebeller pourquoi? C'est parce qu'effectivement, l'agresseur veut tirer des dividendes. Je l'ai dit sur un plateau ici. Tout ce que ces rebelles-là gagnent dans Bunagana, l'année, cher Guélo, va nous aider à construire des routes ici, à soutenir les activités de la République. Mais si nous perdons, c'est au profit de qui? Du Rwanda. Et moi, je pense qu'il faut rappeler ces gens-là qui ont encore à donner à la République. Et ça sera important. C'est sa proposition, hein. Il pense qu'il y a lieu de contacter ces gens-là. Nanga, en l'occurrence, pour calmer les esprits, c'est l'une des solutions, pas forcément la solution majeure, mais l'une des solutions pour que la situation soit... pour que la paix soit retrouvée. Mais que pensez-vous de ce que propose Diongo, qui pense qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble? Lui, il a cité nommément l'ancien président Kabila. Il a parlé de Moïse Katumbi, qui est son chef, c'est vrai. Il a parlé des confessions religieuses, la société civile y compris. C'est vrai, il n'a pas évoqué les M23, il l'a bien fait. Mais est-ce pensez-vous que, bon, comme qui dirait l'Union fait la force, si on se mettait ensemble au point de constituer une force, un corps, n'est-ce pas aussi l'une des options pour mettre en mal les actions du Rwanda? Je fais partie de ceux qui pensent que le dialogue est un mécanisme de gestion pour un État comme la République démocratique du Congo. Seulement, quand on parle de dialogue, il faut saisir ces différentes sensibilités. Quand Diongo le dit, on va se mettre autour d'une table pour résoudre quel problème? Parce que le dialogue est une situation ou solution exceptionnelle pour résoudre un problème autant exceptionnel à mon sens. On veut résoudre quel problème? Si c'est pour la question sécuritaire... Oui, bien sûr. Si c'est pour la question sécuritaire, permettez-moi de vous dire une chose, je ne pense pas que c'est par le dialogue qu'on va résoudre ce problème-là. Je pense plutôt c'est en fédérant toutes les forces en présence, tout celui qui peut apporter une pierre ou quelqu'un qui... Mais par quel mécanisme, si pas se mettre autour d'une table et puis mettre les idées ensemble? Très simple, non, c'est pas question de mettre autour d'une table. Par quel mécanisme? On a de services approfondis. Ici, il faut aller dans l'idée des consultances. Vous allez voir, Etumba est là, ok, on va voir Etumba. Ici, voilà la situation. Vous, en tant que stratège, qu'est-ce que vous proposerez à ces niveaux ici? Si ça demanderait une rémunération, vous le lui donnez. Parce que c'est un service payé. À la limite, vous allez voir Kabila, pas idée d'arriver autour d'une table, ça partira en vrille, on connaît le Congolais. Quand vous vous retrouvez autour d'une table, avant de mettre sur la table les questions d'intérêt général, c'est d'abord les égos et les calculs politiciens qui arrivent. Je ne pense pas que le dialogue soit la solution, mais plutôt consulter chaque personne qui détient des parts vers lui une certaine expérience, une expertise, une connaissance en la matière. On n'a pas besoin d'un dialogue forcément pour ça. Je reviens sur un élément essentiel. Vous savez, il est vrai que quand on parlera de la question de la guerre de l'Est, on reviendra sur le quelques solutions, à mon sens conjoncturelles, utilisées par Joseph Kabila. Kinshasa d'aujourd'hui ne veut pas retomber dans les solutions du passé. Parce que depuis toujours, on a eu une forme d'accalmie au profit des compromis. C'est-à-dire, l'exemple le plus probant, j'ai toujours cité, c'est 2013, quand on arrive à défaire militairement le M23, au lieu de continuer à garder la tête haute,
on a fini par se retrouver autour d'une table, faire des concessions, négocier, céder autre chose. Et aujourd'hui, je pense que, à l'idée de se faire, si je ne me trompe, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a établi un rapport amical avec le Rwanda. Ce qu'aucun Congolais, même moi, ne tolérerait jamais. Et moi, particulièrement, j'ai lui accordé le bénéfice du doute. J'ai dit, si c'est par cette solution économique, parce que moi, je sais qu'en termes de leadership, notamment sur les questions politiques, il y a deux sources de leadership, il y a deux méthodes. C'est soit on s'impose par la force, soit par les intérêts. Et si on estimait que par les intérêts, c'était un élément essentiel, ok. Mais après, on s'est vite rendu compte que finalement, c'était une solution limitée parce qu'au-delà du Rwanda, il y avait des gens qui tiraient des ficelles et il y a des gens qui voulaient plus que ce qu'on pouvait donner en termes de compromis. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette question-là, est-ce qu'il faudrait forcément aller dans l'idée de pouvoir donner au Rwanda ou encore par le biais de M23 ce qu'ils veulent pour avoir la paix? Je crois que cette paix-là est une paix factice. Aujourd'hui, on a les... Non, il y a nuance. Encore ce qu'a dit Jonathan, il y a nuance. Dans le sens où tous savons que derrière les M23, il y a une force. Le Rwanda et les autres. Bon, Rwanda comme marionnette, hein, mais du moins on parle de la communauté internationale, mais toujours est-il que c'est le Rwanda qui est en avant-plan. Alors, hier, Kagame niait en bloc que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Dans sa malignité, il a fait de son mieux pour prendre Nanga. Nanga est à la tête du M23. C'est qui dit Nanga sert de bouclier pour le Rwanda. Ça, je l'avais déjà. C'est là où les bas blessent. Ça, je l'avais dit dès l'entame de mon propos. Et que je l'ai dit même avant les élections, qu'il y a des Congolais qui seront sollicités pour aller couvrir, justement, blanchir ces mouvements qui étaient des natures rebelles et étrangers, mais on va redonner cette connotation congolaise. Ça, je l'avais dit. Je suis au niveau où, ici, c'est dans l'idée de trouver des solutions de compromis. Vous savez, j'ai dit toujours, quand vous avez un Antipas Mboussaniam ici, et tous les rebelles qui se retrouvent autour du pouvoir maintenant, une paix à la compromis, on peut le trouver même demain. Et bon, vous voulez quoi? Vous voulez ça? Prenez le carré minier, prenez ça, retirez-le. Mais en fin de compte... C'est une belle option? C'est une belle option d'après vous? Je n'ai jamais été d'accord pour ça. Mais c'est qui non, perd parce que c'est ce que pense Jonathan. Remettre un angle à ces carrés miniers, il peut peut-être se retirer du... Non, c'est pas ce que pense Jonathan. Si j'ai bien compris Jonathan... Non, c'est ce qu'il a dit, non? Non, si j'ai bien compris Jonathan, dans l'idée de Jonathan, c'est extirper. Ce compromis, il faut le faire avec les Congolais qui vont blanchir ce mouvement. Voilà. Mais pas avec les belligérants, pas avec le Rwanda. C'est de ça qu'on parle, voyons. Non, mais justement, moi, je suis à une autre dimension. Moi, c'est dans la dimension où on a toujours trouvé un semblant de paix et d'accord, on décide de tomber dans le compromis et donner à ces rebelles et à leurs parents ce qu'ils veulent. C'est la solution que Kinshasa a toujours utilisée. Et cette solution-là, aujourd'hui, les portes à toquer, il y en a plein. Il y en a plein. Parce que... Oh, mais papa. Moi, je ne vais pas citer Cohen, parce que c'est le dernier qui vient dans le schéma, dans le circuit. Antonio Guterres. C'est le premier à être inquiet quand, pour une première fois, on a activé les Ouazalendo pour pouvoir mettre en main les intérêts du M23. C'est le premier à parler des intérêts des États-Unis qui étaient menacés, alors que quand la population était en train de mourir régulièrement, on n'avait jamais entendu ce genre de communiqué. Les portes à toquer pour cette paix. Il y en a. Mais la question, c'est est-ce qu'on va éternellement continuer avec cette solution? C'est là où je dis, c'est bien de la part de Kinshasa de refuser de retomber dans les travers du passé. C'est bien de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. C'est bien de ne pas tomber dans les accords, des compromissions, comme ça se faisait avant. Mais maintenant, quand on décide de dire non, quelle est la solution? À défaut de refuser de négocier, il faut montrer ses biceps. Tout à fait. On ne peut pas laisser un vide. La nature a horreur du vide. Quand on ne veut pas négocier, comme les autres le faisaient avant, de manière léthargique, on décide, on dit, on prend la posture de la force, il faut aller jusqu'au bout de sa logique. C'est là où je dis qu'ici, avec tout ce qu'on a fait comme déclaration, avec la posture qu'on a empruntée, la seule solution qui est sur notre table, c'est la solution militaire. Donc, faire la guerre. Je ne vais pas le dire en des termes un peu plus clairs. C'est qu'aujourd'hui, en dehors de la solution... Et sommes-nous prêts? C'est aussi notre question. Cette question-là, je veux revenir sur un élément, c'est qu'en suivant les ramifications de cette situation, de la communication autour de la situation de l'Est, que ce soit en interne ou en externe, je crois qu'on est un peu dans l'effet placebo. Vous savez pourquoi on est dans l'effet placebo? Je vous fais un topo. Si avec un groupe, à la limite, de 4 000, 5 000 hommes, le Ouazalendo, on a réussi à prendre par surprise le M23 jusqu'à les déloger de certaines zones.
Imagine une armée de plus de 200 000 hommes engagés dans cette question. Ça, c'est la psychologie qu'on nous a mis par ces Occidentaux-là, qui, un peu comme les Nations Unies, qui sont allés déclarer que le M23 était plus équipé que, non seulement l'armée congolaise, mais mieux que la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Ça fait partie de stratégies psychologiques pour nous décourager d'aller vers la solution militaire. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas conscients de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Parce que je rappelle que cette bataille-là ne se mènera pas seulement avec l'armée loyaliste. Le jour où on s'engage dans cette guerre, crois-moi, dans cette marmaille des groupes armés, il y a de vrais maïmaï. Dans cette marmaille-là, il y a des compatriotes frustrés, des gens qui ont vu mère, femme, enfants être décapités, qui sont dans ce que Sun Tzu appelle l'énergie du désespoir, qui apporteront la main. C'est une bataille qui n'engage pas seulement l'armée, mais l'ensemble de la République. Comment s'y prendre? Oui, c'est ça la plus grande question. Il n'y a pas question, non, on va pas. Si on se demande, on dit comment s'y prendre, ça veut dire qu'on remet en cause toute l'intelligence qu'on a. Comment on s'en était pris en 2013 pour défaire complètement la meurtre. Vous n'avez pas de concession? Non, avant, c'était d'abord la solution militaire. Quand on a réussi militairement, on a pris. C'est alors que les grandes puissances sont arrivées pour nous imposer une paix. Et on a mordu à l'hameçon. Je vous reviens pour la chute. Votre dernière prise de parole, cher Ngwele Jonathan. Nos phares d'essai, c'est comme nos léopards. Hein? À l'entame de la Coupe d'Afrique, d'aucuns pensaient qu'on était aussi puissants que ça. On nous minimisait des nuls à nos jours. Demain, déjà, ça sera à la demi-finale au point d'aller remporter la Coupe. Ce n'est pas non plus impossible. Et donc, c'est évident pour nos phares d'essai, comme a dit Gardi. La MONUSCO pensait qu'on était faible, ou encore pense jusqu'ici qu'on était faible, en nous utilisant, en nous intimidant avec des messages du genre les M23 ont des munitions sophistiquées, tout ça là. Donc psychologiquement, c'était l'idée ou encore le but, c'était de nous anéantir. Alors que les Ouazalais ont prouvé le contraire. Très bien dit, Gardi, ça vous avez complètement raison. Mais sinon, en guise de conclusion. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, ce n'est pas en vain que la Corée du Nord, après chaque semestre, organise des parades militaires. Ce n'est pas en vain. Et des essais missiles. Et les essais, après chaque semestre, c'est en réalité pour envoyer l'image au potentiel agresseur nous sommes toujours de ce que nous sommes en mesure de faire pour défendre nos terres. Et aujourd'hui, on peut dire c'est presque l'unique pays au monde pour lequel personne ne joue. Presque. Et je me suis encore rappelé du pourquoi on a instauré les défilés militaires chaque 30 juin. J'ai lu un auteur congolais, le nom m'échappe, qui dit la réalité de l'époque, c'était de répondre un peu aux défilés organisés à l'époque coloniale, mais avec une particularité de vendre notre armée. Parce que les défilés du colon, c'était de vendre l'administration. Parce que lorsque le colon organisait les défilés, c'était fonctionnaires, enseignants. Tout à fait. Mais lorsque les Congolais ont repris le pouvoir, ils disent non, nous allons continuer avec les défilés, donc la fonction publique va continuer, mais on va implémenter l'organisation militaire. Voilà pourquoi on présentait la force navale, la force aérienne, la force terrestre. Mais depuis que le citoyen Antoine est là, on a presque endormi ces fléaux. Donc à l'extérieur, c'était bien avant avec Kabila, on parlait de la méditation à chaque fois qu'il y avait j'arrive. Kabila n'a pas organisé une seule fois, c'était en 2019. Non, en 2017. L'unique fois où il a même refusé la présidence de l'Union africaine, parce qu'il était partant, il savait qu'il était dans l'illégalité. Mais avant, il l'organisait. C'est là où nous avons vu un Sukhoi. C'est là où nous avons vu les bombardiers. Mais là, maintenant, on ne sait pas voir. Et les Rwandais ne savent pas savoir que nous sommes amplement forts. Lorsque vous posez la question de sommes-nous prêts pour faire la guerre, à la constitution d'une armée, l'objectif principal, c'est faire la guerre. À la constitution d'une armée même. Aujourd'hui, nous sommes à 150 000 hommes. Plus de 60 000 ont été recrutés. Nous sommes à plus de 200 000, comme l'a dit Gardi. Il suffit de prendre seulement la garde républicaine avec 30 000 hommes. Seulement la garde républicaine. On ne parlera plus de Goma. Et de Rwanda plutôt. Parce que le Rwanda, en réalité, dans son ensemble, il n'y en a que 30 000 hommes. 30 000 seulement. Alors que chez nous, ici, 30 000 hommes, c'est la garde républicaine. Vous imaginez un peu? Et si on ajoute la force terrestre,
Et si on ajoute la police, C'est paradoxal. donc nous sommes en mesure de finir cette histoire de guerre d'agression en peu de temps. Les concours de ceux qui ont vécu, j'insiste là-dessus. Et Toumba a encore à donner à la République. Atam Atabe a encore à donner à la République. Parce que vous allez vous rappeler, lorsqu'Atam a fut ministre de la Défense, il a passé un mois à l'Est, un mois comme ministre de la Défense. À chaque fois qu'il y avait des comptes rendus, les ministres de la Défense pris par vidéoconférence. Pris par vidéo, je me disais, mais ces ministres ici, ils pensent vraiment être en sécurité là-bas. Alors qu'il était là pour assurer les affaires de la défense dans ces coins-là. Vous allez nous parler d'un Bemba qui a pris du poids. Il ne s'est même pas se déplacer. Ensuite. Donc je pense ici qu'il est nécessaire de prendre des décisions courageuses. Entre un carré minier et des vies des Congolais, on protège quoi? On protège quoi? On protège quoi? Les carrés miniers ou la vie? C'est ça la réalité. Et moi je pense qu'aujourd'hui, nous allons travailler pour la paix. En tout cas, à notre niveau. Hein. Chaque matin, je ferai mes prières, je ferai mes intentions. Et en sortant, j'encouragerai les hommes en uniforme. Mais après, il faudrait que l'État s'assume. Il faudrait que l'État pose des actes. Il faudrait que l'État décide. Merci, M. Jonathan. Merci à vous pour l'invitation et merci à Je rappelle que vous êtes le président de PAC. Opposant à M. Tshisekedi. Opposant à sa mauvaise gestion. Ouais. Merci d'être venu. Merci à vous également. Cher Gardi, c'est avec vous que nous allons boucler. Ok. En guise de conclusion, mais je souhaiterais également que vous lanciez un message à nos compatriotes de l'Est, de Bunagana, de Rutshuru, de Goma, ceux-là qui vous suivent un peu. Des Chacha surtout, Chacha, Minova. Chacha, à l'Est, dans tout son ensemble. En guise de conclusion, vous avez la parole. J'ai deux messages, je vais commencer par l'essentiel. Mais avant de commencer à ces messages, je veux rappeler que le Congo est un État continent. Je ne suis pas de ceux qui croient à la providentialité. Moi, je pense que le Congo, la solution du Congo, c'est dans le collectif, dans la mutualisation de forces. Je ne reviendrai pas sur les individus, tel, mais je pense aujourd'hui qu'il y a lieu de pouvoir trouver. Les compétences, il y en a plein. En dehors de ce que Jonathan Ngwele cite ici, moi, je connais de gens plus, mais j'aime pas la question. Je crois que les intelligences sont mieux placées que moi pour savoir qui est quoi, qui est capable de quoi. Mais sur la population de l'Est, je veux rappeler un seul élément. Autant que j'ai jamais eu des mots pour aller assister un ami qui a perdu un être cher, je ne sais pas moi particulièrement vous dire quelque chose. Mais tout ce que je sais, c'est que derrière vous, c'est une bataille où les nations et les États trouvent leur intérêt. Il est peut-être possible qu'autant qu'on parle de politique aujourd'hui qui seront sollicités pour aller blanchir ces mouvements à connotation étrangère, il est aussi possible que vous, le jeune, fassiez le lit de ces forces-là. Pour des raisons économiques, pour des raisons de protection, parce que ça aussi c'est un pas qu'on ne parle pas. Quand on vit dans l'insécurité, être dans un groupe armé peut permettre d'être une solution pour sécuriser sa famille, mais ne prêtez pas le flanc à cela. Aujourd'hui, demain, tôt ou tard, cette question prendra fin. Et je crois que cette histoire sera glorieuse et on l'écrira de nos propres mains et de la plus belle de manière. Mais je voulais chuter pareil un message éphémère au parti du pouvoir. Pendant qu'on parle de la question de l'Est, il est incorrect que les gens se battent pour des guerres des positionnements. Je ne sais pas qui a appris aux gens, particulièrement aux jeunes, que si je veux avoir le poste de Jonathan Ngwele... Voilà pourquoi j'ai zappé même la question, les sujets, rapport avec le gouvernement prochain. Si je veux avoir le poste de Jonathan Ngwele, il faut que je salisse Jonathan Ngwele, il faut que je dise qu'il est incompétent, et de manière publique, sans savoir qu'on détruit même le bilan d'une organisation. Je rappelle ici, la SENSAP n'existe qu'il y a une année. J'ai vu une bataille macabre où un jeune, on m'a dit que c'était un secrétaire national de l'UDPS qui s'attaque à un autre jeune de l'UDPS qui est Junior Mata. Vous êtes incompétent, une lettre morte, l'IGF a saisi vos comptes plus de 6 fois, et puis après, ok. L'IGF a saisi les comptes 6 fois. On a déjà parlé des détournements? Non. L'IGF fait son travail, et l'IGF encore aujourd'hui, il faut dire que c'est devenu le bourreau des politiques. Quand quelqu'un va aller salir quelqu'un, il utilise la ligne d'été. Je crois qu'il doit se départir. Pour quelqu'un qui vise la primature, il doit arrêter ces bêtises-là. Donnez-nous une scène un peu plus potable. Il existe des institutions. Quand on parle de contrôle, le contrôle est à 3 niveaux. Il existe de contrôle, chaque institution fait son travail. Évitez-nous, on est dans une situation de guerre. Si vous voulez un poste, présentez votre CV, prouvez de quoi vous êtes capable. La prochaine fois que vous le faites encore,
Croyez-moi, moi j'étais aussi un peu plus sale que vous mettez à la place des autres pour les autres. Je suis un pacifiste avec... Merci. Mais croyez-moi, Gardi Diana. pour une première fois, je vais emprunter le chemin des autres amis où on va mettre à la place publique des éléments que vous n'aurez même pas la peine de regarder 2 fois. Respectez-vous et soyez dignes du pouvoir. Évitez-nous ces scènes-là. Si vous voulez la poste Sensap ou ailleurs, ou même dans un ministère comme les directeurs de cabinet du chef de l'État le fait, présentez vos compétences. Ne venez pas tirer sur les gens de manière fallacieuse. C'est incohérent, c'est immature. Merci d'être venu. C'est un plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Gardi Diana. Merci à cher Jonathan Ngwele pour la disponibilité. Vous voyagez pour la Côte d'Ivoire, c'est maintenu. Pour soutenir le léopard, vous allez partir bien. Je suis partagé. On vous retrouve demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. À mes invités, encore une fois, merci pour la disponibilité. À nos compatriotes, soyons vigilants. Soyons sérieux pour la situation de l'Est. À nos frères et sœurs de Goma, dites-vous que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Goma ne tombera pas. Non seulement Goma, même ceux-là qui nous suivent à Bunagana, un peu partout. Dites-vous qu'un jour, nous allons nous retrouver tous dans le même Congo, dans le même sol, sur la même terre. Et ce jour-là, c'est maintenant, pas demain. Mais c'est maintenant, il faut réunir les efforts, éviter les intox, loin de nous, les traîtres, parce qu'ils seront punis, vraiment. Merci beaucoup. Congo reste indivisible. À demain. Au revoir.